Avez-vous déjà entendu des mots si cruels qu'ils semblent arracher des morceaux de votre âme? Moi, je les ai entendus. Et ils ont été prononcés par la personne que j'aime le plus au monde. Je m'appelle Elisa, j'ai 61 ans, et je vis seule dans un petit appartement du 19e arrondissement de Paris. Les murs jaunis ont été témoins de nombreuses larmes au fil des années, mais aucune n'a été aussi amère que celle que j'ai versée ce jour-là, lors de cet après-midi pluvieux d'octobre. Si tu tombes malade, ne compte pas sur moi, furent les mots exacts que Laura, ma fille unique, m'a dit en prenant son sac Louis Vuitton et en se dirigeant vers la porte. Ses talons claquaient sur le parquet avec la même froideur que son cœur. Tout a commencé quand j'ai mentionné que je ressentais quelques douleurs dans la poitrine. Rien de grave, juste le poids des années qui se faisait sentir. Mais Laura a levé les yeux au ciel avec cette expression de dédain que je connaissais si bien. « Maman, tu trouves toujours quelque chose pour attirer l'attention. » « Je n'ai pas le temps pour tes drames, a-t-elle dit en ajustant son foulard Hermès autour de son cou. J'ai une réunion importante avec des investisseurs japonais. Ma carrière ne peut pas s'arrêter à cause de tes hypocondries. Laura travaillait comme cadre dans une multinationale américaine. À 32 ans, elle avait construit une vie qu'elle considérait comme parfaite, appartement à Neuilly-sur-Seine, voiture importée, voyages fréquents. Une vie où je n'avais pas ma place. L'appartement de Laura était le reflet de sa personnalité froide, tout en blanc, minimaliste, sans une seule photo de nous deux ensemble. Quand elle m'invitait à lui rendre visite, ce qui arrivait de moins en moins souvent, je me sentais comme une intruse dans sa vie parfaite. Elle servait du champagne dans des coupes en cristal et parlait business pendant que j'essayais, désespérément, de retrouver quelques traces de la petite fille affectueuse que j'avais élevée. Je n'invente rien, ma chérie, ai-je murmuré, mais elle avait déjà la main sur la poignée de la porte. C'est alors qu'elle s'est retournée, ses yeux bleus, héritage de son père, m'ont fixé avec une froideur que je n'oublierai jamais. Si tu tombes malade, ne compte pas sur moi. J'ai ma propre vie à gérer. J'ai déjà assez fait en te permettant de vivre dans ce quartier décent. Ces derniers mots ont été comme un coup de poignard. J'avais travaillé pendant 30 ans comme femme de ménage dans des bureaux du centre de Paris pour payer ses études privées, son université, tout ce dont elle avait besoin pour arriver où elle était. Et maintenant, elle parlait comme si c'était une faveur de me permettre de vivre dans mon propre appartement, que je payais avec ma retraite. La porte a claqué, et je me suis effondrée dans le fauteuil qui avait appartenu à ma mère. Paris continuait sa vie dehors, le bruit des voitures dans la rue de Belleville, les voix des voisins arabes discutant politique, le murmure constant d'une ville qui ne dort jamais. Mais dans ma poitrine, il n'y avait que le silence. Comment en étions-nous arrivés là? Je me posais cette question toutes les nuits, en regardant les photos poussiéreuses sur l'étagère. Laura a 5 ans, souriante au jardin du Luxembourg. Laura a 10 ans, dans mes bras devant la tour Eiffel. Laura a 15 ans, fière avec son diplôme du lycée. Et puis, un vide. Aucune photo des 5 dernières années. Aucun souvenir heureux récent. Je me souviens du jour où elle m'a dit qu'elle avait obtenu le poste dans la multinationale. J'étais en train de préparer son plat préféré, coq au vin, une recette que j'avais apprise de ma grand-mère. Elle est rentrée à la maison radieuse, tenant son contrat. « Maman, j'ai réussi. Je vais gagner plus en un mois que toi en un an. » À l'époque, j'ai pensé que c'était de la joie partagée. Maintenant, je réalise que c'était le début de la fin. Cette phrase contenait une comparaison cruelle que je n'ai pas perçue sur le moment. Mais après qu'elle ait obtenu ce poste dans la multinationale, tout a changé. Les visites sont devenues rares, puis sporadiques, puis presque inexistantes. Nos déjeuners du dimanche ont été remplacés par des messages froids sur WhatsApp. « Désolé, maman, je travaille aujourd'hui, j'ai un engagement social, peut-être la semaine prochaine. » La semaine prochaine n'arrivait jamais. Ma fille s'était transformée en une étrangère élégante qui ne me rendait visite qu'aux dates commémoratives, et encore, toujours pressée. Le dernier Noël, elle était apparue pour 2 heures, avait apporté un cadeau cher,
un parfum qui coûtait plus que ma facture d'électricité, et avait passé tout le temps au téléphone à régler des affaires urgentes du travail. Laura, c'est Noël, avais-je dit, en essayant de ne pas paraître amère. Et alors, maman? Le monde ne s'arrête pas parce que c'est Noël. Mes clients américains ne célèbrent pas le Noël français. Elle a mangé rapidement la dinde que j'avais mis des heures à préparer, l'a complimentée par obligation, et est partie avant même le dessert. Elle m'a laissé seule avec une table dressée pour 10 personnes et assez de nourriture pour une semaine. Ce soir-là, j'ai téléphoné à ma sœur Margot, qui vit à Lyon avec ses 3 enfants et 6 petits-enfants. Elle n'a même pas voulu m'écouter. Margot, ai-je pleuré au téléphone. Elle m'a dit que si je tombais malade, de ne pas compter sur elle. Elisa, tu sais que Laura a toujours été ambitieuse. Peut-être qu'elle traverse simplement une période difficile au travail, a-t-elle essayé de me consoler. Une période qui dure 3 ans, ai-je demandé, en essuyant mes larmes avec un mouchoir déjà trempé. Margot a soupiré à l'autre bout du fil. Parfois, les gens ont besoin de se perdre pour se retrouver. Tu te souviens comme Pierre était rebelle à l'adolescence? Aujourd'hui, c'est le fils le plus affectueux que j'ai. Mais Pierre avait 16 ans, Margot. Laura en a 32. Elle n'est plus une adolescente perdue. L'argent peut plus troubler que l'adolescence, ma sœur. Margot avait raison. Je voyais cela arriver à Laura progressivement. D'abord, ce furent les vêtements, elle avait arrêté de porter les pièces que je lui offrais en cadeau, disant qu'elles ne correspondaient pas à son nouveau style de vie. Ensuite, ce fut le langage, elle avait commencé à mélanger des mots anglais dans les conversations, comme si le français ne suffisait plus. Enfin, ce fut l'attitude, elle s'était mise à me traiter comme si j'étais une parente éloignée, pas sa mère. La semaine qui a suivi cette terrible dispute, j'ai essayé de m'occuper avec d'autres choses. J'ai nettoyé l'appartement du sol au plafond, j'ai organisé les vieilles photos, j'ai tricoté pour les enfants de la voisine. N'importe quoi pour ne pas penser aux mots de Laura qui résonnaient dans ma tête. Madame Dubois, ma voisine de 75 ans, a remarqué ma tristesse. Elisa, ma chère, vous êtes différente. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté pendant que nous prenions le thé sur le petit balcon qui séparait nos appartements. Vous savez, a-t-elle dit en remuant lentement son sucre, mon fils aîné a aussi traversé une phase comme ça. Il pensait qu'il valait mieux que nous parce qu'il avait de l'argent. Mais la vie a sa façon de nous enseigner l'humilité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a tout perdu dans une crise financière. Il est revenu à la maison avec ses jeunes enfants, sans emploi, sans orgueil. C'est là qu'il a redécouvert la valeur de la famille. Ces mots sont restés gravés dans ma tête. Serait-il nécessaire que Laura perde tout pour apprécier ce qu'elle avait? Mais le destin a une façon particulière de nous enseigner des leçons que nous n'aurions jamais attendues, et parfois, ces leçons arrivent de manière plus dramatique que nous n'aurions jamais pu l'imaginer. Une semaine après ces mots cruels, j'étais en train de préparer un petit déjeuner simple, croissant de la boulangerie de Monsieur Ahmed et café au lait, quand mon téléphone a sonné. Il était 7h30 un lundi pluvieux, et le numéro sur l'écran était inconnu. Madame Elisa Moreau, a demandé une voix féminine à l'autre bout. Oui, c'est moi. Ici le docteur Sophie Lemoine, de l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Je suis néphrologue et je m'occupe de votre fille, Laura. Mon cœur s'est arrêté pendant un moment qui a semblé éternel. La tasse a glissé de mes mains et s'est brisée sur le sol de la cuisine, répandant du café chaud et de la porcelaine partout. Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Ai-je demandé, en essayant de contrôler le tremblement dans ma voix en marchant sur les débris sans même m'en rendre compte. Laura a été amenée par l'ambulance cette nuit. Elle s'est évanouie pendant une réunion de travail et ses collègues l'ont trouvée inconsciente dans la salle de conférence. Après les examens, nous avons découvert qu'elle souffre d'une maladie rénale chronique en stade avancé, probablement héréditaire. Elle aura besoin d'une greffe urgente. Le monde s'est écroulé autour de moi. Mes jambes ont faibli et j'ai dû m'appuyer sur le plan de travail de la cuisine pour ne pas tomber. Mais comment est-ce possible? Elle ne m'a jamais dit qu'elle était malade.
Il est fréquent que la maladie rénale soit silencieuse dans les stades initiaux, madame. Les symptômes qu'elle a dû ressentir, fatigue, douleur dans le dos, édème, ont probablement été attribués au stress du travail. Le docteur Lemoine m'a donné le numéro de la chambre et m'a demandé de venir à l'hôpital le plus rapidement possible. J'ai raccroché le téléphone et suis resté là, debout au milieu de la cuisine détruite, essayant de traiter l'information. Ma fille, la même qui m'avait dit de ne pas compter sur elle si je tombais malade, était maintenant en train de lutter pour sa propre vie. J'ai mis les premiers vêtements que j'ai trouvés, j'ai pris mon sac et j'ai couru vers la station de métro. Pendant les 40 minutes de trajet sur la ligne 11, 1000 pensées ont traversé ma tête. Comment Laura ne savait-elle pas qu'elle était malade? Pourquoi ne m'avait-elle pas dit qu'elle ne se sentait pas bien? Souffrait-elle en silence pendant que je me lamentais sur sa froideur? L'hôpital Pitié-Salpêtrière m'a toujours intimidé. C'est un complexe gigantesque, comme une ville dans Paris. J'ai couru dans les couloirs en suivant les panneaux jusqu'au service de néphrologie, le cœur battant si fort qu'il semblait qu'il allait exploser. Quand je suis arrivé à la chambre 405, ce que j'ai vu m'a brisé le cœur. Laura était connectée à plusieurs machines qui émettaient des bips constants. Son visage, toujours impeccable et maquillé, était pâle et gonflé. Ses cheveux blonds, normalement parfaitement arrangés en un chignon sophistiqué, étaient ébouriffés sur l'oreiller blanc de l'hôpital. Elle semblait si petite dans ce lit, si fragile. Rien de la cadre puissante que j'avais vue une semaine auparavant. « Maman » a-t-elle murmuré quand elle m'a vu entrer dans la chambre. Sa voix était enrouée et faible. Je me suis approché du lit et j'ai pris sa main. Elle était froide et tremblait légèrement. Les ongles, toujours parfaitement faits dans des salons chers, étaient sans vernis et cassants. « Je suis là, ma chérie », ai-je dit, en essayant de ne pas pleurer devant elle. « Je ne savais pas », a-t-elle murmuré, une larme coulant sur son visage. Les douleurs dans le dos, la fatigue extrême, les nausées le matin, je pensais que c'était juste le stress du travail. Les médecins ont dit que mes reins lâchent depuis des mois. Je me suis assise sur la chaise à côté du lit, tenant toujours sa main. Elle semblait si vulnérable, si différente de la femme froide qui m'avait congédiée quelques jours auparavant. Quand cela a-t-il commencé, Laura? Quand as-tu commencé à te sentir mal? Elle a fermé les yeux, essayant de se souvenir. Je pense qu'il y a environ 6 mois. D'abord, c'était juste la fatigue. Je me réveillais déjà épuisée, même en dormant 8 heures. Puis sont venues les douleurs dans le dos, que je pensais être dues à la chaise du bureau. Et ces dernières semaines? Elle s'est arrêtée, avalant difficilement. Ces dernières semaines, j'arrivais à peine à manger. Tout avait un goût métallique. Mon cœur s'est serré. 6 mois. Ma fille souffrait depuis 6 mois et je ne savais rien. Et pire, elle ne m'avait rien dit. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit, ma chérie? Laura a détourné le regard, visiblement mal à l'aise. Je pensais que c'était de la faiblesse. Que si j'admettais que j'étais malade, ce serait un signe que je n'arrivais pas à gérer la pression du travail. Et après notre dernière conversation, elle n'a pas eu besoin de finir la phrase. Après m'avoir dit que si je tombais malade, de ne pas compter sur elle, comment aurait-elle pu venir me voir quand elle était elle-même tombée malade? Le docteur Lemoine est entré dans la chambre à ce moment-là, interrompant notre conversation. C'était une femme d'environ 50 ans, cheveux grisonnants attachés en queue de cheval, avec un regard bienveillant mais sérieux. « Madame Moreau, je dois expliquer la situation de Laura à madame. » Elle a tiré 2 chaises et nous nous sommes assises là même, dans la chambre. Laura a fermé les yeux, faisant semblant de dormir, mais je savais qu'elle écoutait chaque mot. Laura souffre d'une polykystose rénale, une condition héréditaire. Les kystes dans ses reins ont tellement grossi qu'ils ont compromis la fonction rénale presque complètement. Ses reins ne fonctionnent qu'à 12% de leur capacité normale. Héréditaire, ai-je demandé, mon esprit courant immédiatement vers ma propre famille. Oui. Il est probable que quelqu'un dans la famille ait cette condition, même si elle n'est pas diagnostiquée.
la maladie peut rester asymptomatique pendant des décennies. J'ai pensé à ma mère, qui était morte de problèmes rénaux quand j'avais 20 ans. À l'époque, les médecins n'étaient pas si spécifiques avec les diagnostics. J'ai pensé à mon père, qui se plaignait toujours de douleurs dans le dos et qui est mort de complications rénales à 60 ans. Laura devra commencer l'hémodialyse immédiatement, a continué la médecin. Et elle entrera sur la liste de transplantation. Mais, ai-je insisté. Avec son âge et l'état de la maladie, il serait beaucoup mieux si nous trouvions un donneur vivant compatible. L'attente pour un organe de donneur décédé peut prendre des années, et son état se détériore rapidement. Laura a ouvert les yeux à ce moment-là. Combien de temps ai-je, a-t-elle demandé directement. Le docteur Lemoine a hésité avant de répondre. Avec l'hémodialyse, nous pouvons vous maintenir stable pendant un temps considérable. Mais la qualité de vie ne sera pas la même. Vous devrez faire la dialyse 3 fois par semaine, 4 heures par séance. Votre travail, vos voyages, votre routine, tout devra changer drastiquement. J'ai pu voir la panique dans les yeux de Laura. Sa vie parfaite et contrôlée s'effondrait. Cette nuit-là, je suis restée à l'hôpital jusqu'à tard. Laura avait commencé sa première séance d'hémodialyse et était épuisée. Je l'observais dormir, remarquant pour la première fois les cernes profondes sous ses yeux, la pâleur de sa peau, les signes d'une maladie qui avait progressé silencieusement pendant qu'elle se concentrait obsessionnellement sur le travail. Vers 22 heures, elle s'est réveillée et m'a trouvée encore là. « Maman, tu n'es pas obligée de rester. Je sais que tu dois être fatiguée. »« Je ne vais nulle part, » ai-je répondu fermement. « Mais j'ai été si horrible avec toi. J'ai dit que si tu tombais malade, de ne pas compter sur moi. Et maintenant ?» Ses larmes ont commencé à couler. « Et maintenant, c'est moi qui ai besoin de toi. » Je me suis levée et me suis assise sur le bord du lit, passant ma main dans ses cheveux comme je le faisais quand elle faisait des cauchemars. « Chut, tu n'as pas besoin de parler de ça maintenant. Tu dois te concentrer sur ta guérison. »« Mais je dois parler, » a-t-elle insisté, serrant ma main fort. « J'ai été une fille terrible. Tu as travaillé toute ta vie pour me donner tout, et moi je t'ai traité comme si tu étais un fardeau. » Laura. Non, laisse-moi parler. Quand j'ai obtenu ce poste, quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, je me suis sentie supérieure. Comme si j'étais mieux que toi. Comme si ta vie simple était insignifiante à côté de ma carrière brillante. Ces mots me faisaient mal, mais me soulageaient aussi. Enfin, elle était honnête sur ses sentiments. Et je me suis éloignée parce que je me sentais coupable. Coupable d'avoir plus que toi, coupable de ne pas t'aider financièrement, coupable d'avoir honte de ta simplicité quand j'étais avec mes collègues de travail. Pourquoi avais-tu honte de moi, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi connaisse déjà la réponse. Parce qu'ils parlaient de leur mère, avocate, médecin, entrepreneuse, et moi je ne savais pas comment parler d'une mère femme de ménage. Je sais comme c'est terrible à dire, mais c'est la vérité. Sa franchise brutale faisait mal, mais était aussi nécessaire. Alors j'ai préféré m'éloigner. C'était plus facile de faire semblant de ne pas avoir de famille que d'admettre que j'avais honte de mes origines. Nous sommes restés silencieuses pendant quelques minutes. Dehors, Paris continuait sa vie nocturne, ambulances qui passaient, gens qui rentraient tard du travail, la ville qui ne s'arrête jamais. Mais là, dans cette chambre d'hôpital, le temps semblait suspendu. « Laura, ai-je dit finalement, j'ai toujours su que tu avais honte de moi. » Elle m'a regardée, surprise. « Tu crois que je ne le remarquais pas ? La façon dont tu changeais de sujet quand tes collègues demandaient des nouvelles de ta famille ? Comment tu ne m'invitais jamais aux événements de l'entreprise ? Comment tu me présentais seulement comme Elisa sans jamais dire que j'étais ta mère ? Maman, Mais tu sais ce qui me faisait le plus mal ? Ce n'était pas la honte. C'était le fait que tu aies oublié que tout ce que tu as accompli a été possible parce que j'ai nettoyé des bureaux pendant 30 ans. Chaque diplôme, chaque vêtement cher, chaque opportunité que tu as eue, tout a été payé avec mon travail honnête.
Laura pleurait silencieusement. Je n'ai jamais voulu que tu aies honte de moi, ma chérie. Mais je n'ai jamais voulu non plus que tu oublies d'où tu viens. Pendant les jours qui ont suivi, Laura a commencé le traitement d'hémodialyse régulier. Et c'est dans ces moments les plus vulnérables que nous avons commencé à reconstruire notre relation, mais une révélation inattendue était encore à venir. Les jours qui ont suivi ont été des montagnes russes émotionnelles. Laura faisait de l'hémodialyse 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi, et j'étais là pour chaque séance. J'arrivais à l'hôpital à 6 heures du matin et je ne partais que quand elle terminait, vers 11 heures. Pendant ces longues heures connectées à la machine qui filtrait son sang, Laura et moi nous parlions comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. C'était comme si la maladie avait abattu toutes les barrières qu'elle avait construites autour de nous. « Maman », a-t-elle dit pendant une séance particulièrement difficile, « raconte-moi quand j'étais petite. » Les bonnes choses. J'ai souri, caressant sa main pendant que le sang circulait dans les tubes transparents. Tu te souviens quand nous faisions des pique-niques au jardin du Luxembourg? Tu insistais toujours pour emmener cet ours en peluche rose, Monsieur Bisou. Monsieur Bisou, a-t-elle ri, un rire faible mais authentique. Je l'avais complètement oublié. Tu n'arrivais pas à dormir sans lui. Et chaque fois que je rentrais tard du travail, tu étais au lit avec Monsieur Bisou, mais réveillé, en m'attendant. Je me souviens de ça. Tu apportais toujours quelque chose, un bonbon, une fleur que tu avais trouvée dans la rue, parfois juste une histoire drôle d'un bureau que tu avais nettoyé. Et tu écoutais tout avec tant d'intérêt, comme si c'était les aventures les plus passionnantes du monde. Pour moi, elle l'était, a-t-elle dit en regardant le plafond. Tu étais mon héroïne, maman. Je voulais être forte comme toi. Et tu le es devenue. Peut-être trop forte. Pendant une de ces conversations, le docteur Lemoine est arrivé avec les résultats d'examen. Laura, je dois parler avec vous et votre mère de vos options. Nous nous sommes assises dans le petit bureau annexe à la salle d'hémodialyse. Le docteur Lemoine avait un dossier épais avec des examens et des papiers. La fonction rénale de Laura continue de se détériorer. Même avec la dialyse, elle aura besoin d'une greffe dans au maximum 6 mois. Après ça, les complications peuvent devenir irréversibles. Et combien de temps faut-il pour obtenir un rein, ai-je demandé. En France, la liste d'attente pour une greffe rénale a une moyenne de 2 à 3 ans. Pour quelqu'un de l'âge de Laura, ça peut être moins, mais c'est encore beaucoup de temps considérant son état actuel. Laura a fermé les yeux, absorbant la réalité. Il y a une autre option, a continué la médecin. Greffe de donneur vivant. Un proche compatible peut donner un rein. C'est une chirurgie plus complexe, mais les résultats sont significativement meilleurs, et on peut le faire immédiatement. Je veux être testée, ai-je dit sans hésiter. Maman, non, a protesté Laura immédiatement. Tu as 61 ans. C'est trop risqué. Docteur Lemoine, ai-je demandé, ignorant la protestation de Laura, quel est exactement le risque? Pour une personne de votre âge, madame, la chirurgie présente des risques plus élevés. Il y a possibilité de complications pendant l'opération, temps de récupération plus long, et vous aurez besoin de soins spéciaux pour le reste de votre vie. Mais si vous êtes compatible et que vous êtes en bonne forme physique, j'accepte tous les risques, ai-je répondu fermement. Maman, je ne peux pas te laisser faire ça, a dit Laura en agrippant ma main. Et si quelque chose tournait mal? Et si je te perdais? Je me suis tournée vers elle et j'ai pris son visage dans mes mains. Laura, tu es ma vie. Tu es tout ce que j'ai dans ce monde. Si je peux te donner quelques années de plus, quelques moments de plus de bonheur, chaque risque en vaut la peine. Mais et si tu meurs pendant la chirurgie? Et si tu meurs en attendant dans la file de greffe, ai-je rétorqué. Au moins comme ça, si quelque chose m'arrive, ce sera en essayant de sauver la personne que j'aime le plus. Le docteur Lemoine nous observait avec un regard compréhensif. Elle avait probablement assisté à cette conversation des centaines de fois. Vous avez le temps de réfléchir. Ce n'est pas une décision immédiate. Mais si vous décidez de continuer, nous devrons faire une batterie d'examens sur vous deux.
Ce soir-là, Laura a demandé à venir chez moi. Elle avait reçu son congé pour se reposer entre les séances de dialyse, mais elle ne voulait pas retourner dans son appartement vide à Neuilly. « Est-ce que je peux dormir dans mon ancienne chambre ?» a-t-elle demandé timidement. « Bien sûr, ma chérie. Elle est exactement comme tu l'as laissée. » C'était vrai. Même après que Laura ait définitivement déménagé, j'avais gardé sa chambre intacte. Le lit de célibataire avec la couette fleurie, le bureau où elle faisait ses devoirs, les posters de chanteurs adolescents sur les murs. C'était comme un sanctuaire de notre époque heureuse. Ce soir-là, j'ai préparé son plat préféré, une simple omelette aux fines herbes, comme elle l'aimait quand elle était enfant. Nous avons mangé en silence à la petite table de la cuisine, la même table où elle avait appris à écrire, où nous faisions ses devoirs, où nous planifions les sorties du week-end. Cet appartement semble plus petit que dans mes souvenirs, a-t-elle dit en regardant autour. Ou peut-être que tu as grandi, ai-je souri. Pas physiquement. Mais mon ego certainement. Après le dîner, nous nous sommes assises sur le canapé, le même canapé où nous regardions des films ensemble les dimanches pluvieux. Maman, je veux te raconter exactement comment je me suis éloignée de toi. Tu mérites de connaître tous les détails. Tu n'as pas besoin de te torturer, Laura. Si, j'en ai besoin. Pour moi-même. Elle s'est installée sur le canapé, tirant un coussin sur ses genoux comme elle le faisait quand elle était adolescente et avait quelque chose d'important à discuter. Quand j'ai obtenu le poste dans la multinationale, je me suis sentie comme si j'avais gagné au loto. Pour la première fois de ma vie, j'avais de l'argent de vrai. Je pouvais acheter des vêtements chers, manger dans des restaurants sophistiqués, voyager. Et j'étais heureuse pour toi. Je sais. Mais je me sentais aussi coupable. Coupable parce que tu n'avais jamais eu ça. Parce que tu avais passé ta vie à travailler dur pour me donner des opportunités, et moi j'avais tout ce que tu n'avais jamais pu avoir. Laura, j'ai choisi de faire ces sacrifices. J'étais heureuse de le faire. Je le sais maintenant. Mais à l'époque, c'était plus facile de m'éloigner que de gérer cette culpabilité. Et il y avait autre chose. Elle s'est arrêtée, luttant visiblement pour trouver les mots justes. J'ai rencontré des gens au travail qui venaient de familles riches. Leurs parents étaient médecins, avocats, entrepreneurs. Ils avaient grandi avec des privilèges que je n'avais jamais eus. Et j'ai commencé à me sentir inférieure. Alors tu as décidé de faire semblant de venir aussi d'une famille privilégiée? Pas exactement. J'évitais juste de parler de toi. Quand ils me demandaient des nouvelles de ma famille, je changeais de sujet. Quand ils organisaient des événements sociaux, j'avais toujours une excuse pour ne pas t'inviter. Ces mots me faisaient mal, mais je pouvais voir le repentir authentique dans ses yeux. Et plus je m'éloignais, plus c'était difficile de revenir. Comment pourrais-je apparaître après des mois sans donner de nouvelles? Comment pourrais-je expliquer mon comportement? Tu aurais pu simplement apparaître à ma porte, ai-je dit doucement. Je t'aurais toujours reçu à bras ouverts. Je sais. Mais mon orgueil était dans le chemin. Cette nuit-là, Laura a dormi dans son ancienne chambre, et je suis restée éveillée pendant des heures, assimilant notre conversation. Pour la première fois en années, j'avais l'impression d'avoir récupéré ma vraie fille. Le matin suivant, pendant le petit déjeuner, Laura a posé une question qui a tout changé. « Maman, tu veux vraiment être testée pour la compatibilité? » « Oui, Laura. » « Sans aucun doute. » « Mais tu comprends que ça peut ne pas marcher? Que nous pouvons ne pas être compatibles? » « Je comprends. Mais je dois essayer. » « Et si nous sommes compatibles, tu ferais vraiment la chirurgie? » J'ai regardé dans ses yeux bleus qui m'avaient regardé avec tant d'amour quand elle était enfant, avec tant de dédain ces dernières années, et maintenant avec un mélange d'espoir et de peur. « Laura, tu es ma fille. Mon amour pour toi n'a pas de conditions, pas de limites. Je donnerai ma vie pour toi sans hésiter. Un rein, c'est peu comparé à ça. » Elle a commencé à pleurer, pas les larmes d'apitoiement que j'avais vues à l'hôpital, mais des larmes de gratitude et de repentir.
Comment peux-tu m'aimer comme ça après tout ce que j'ai fait? Après comme je t'ai traité? Parce que l'amour de mère ne se base pas sur le comportement des enfants. Il existe simplement. Même quand tu me faisais mal, même quand j'avais l'impression de t'avoir perdu, je n'ai jamais cessé de t'aimer ne serait-ce qu'une seconde. Je ne mérite pas ça. Peut-être pas. Mais ce n'est pas une question de mérite. C'est une question d'amour inconditionnel. Le jour suivant, nous sommes allés à l'hôpital pour les examens de compatibilité. Ce que nous avons découvert changerait nos vies pour toujours, d'une façon qu'aucune de nous n'aurait pu prévoir. Vous êtes parfaitement compatibles, a annoncé le docteur Lemoine avec un sourire authentique 3 jours plus tard. Il est rare de voir une compatibilité si parfaite entre mère et fille. Tous les marqueurs coïncidant à presque 100%. Laura et moi étions dans le bureau médical, nous tenant la main l'une l'autre. Quand nous avons entendu la nouvelle, elle a serré ma main si fort que ça a presque fait mal. Cela signifie que je peux donner, ai-je demandé, essayant de contenir l'émotion. Oui, mais nous devons discuter en détail des risques. À 61 ans, Madame Moreau, la chirurgie est plus complexe pour vous qu'elle ne le serait pour une personne plus jeune. Il y aura une période de récupération plus longue, et vous aurez besoin de soins spéciaux pour le reste de votre vie. Le docteur Lemoine a ouvert un dossier avec plusieurs papiers et a commencé à expliquer toutes les procédures et risques impliqués. La greffe rénale de donneur vivant est une chirurgie délicate qui dure entre 3 à 4 heures. Pour vous, madame, nous retirerons le rein gauche par une incision dans l'abdomen. Pour Laura, nous implanterons le rein dans la partie inférieure droite de l'abdomen, en le connectant au vaisseau sanguin et à la vessie. Et quel est exactement le risque pour ma mère, a demandé Laura, sa voix chargée d'inquiétude. Il y a toujours des risques dans toute chirurgie, spécialement chez les personnes de plus de 60 ans. Complications pendant l'anesthésie, hémorragie, infection, problèmes de cicatrisation. Mais vos examens préopératoires ont montré que vous êtes en excellente forme physique pour votre âge, Madame Moreau. Et après la chirurgie? Vous vivrez parfaitement bien avec un rein. Des millions de personnes vivent ainsi. Mais vous aurez besoin d'un suivi médical régulier et quelques précautions avec l'alimentation et les médicaments. J'accepte tous les risques, ai-je répondu sans hésiter. Maman, non, a protesté Laura une fois de plus. Je ne peux pas te laisser faire ça. Et si quelque chose tournait mal? Et si je te perdais en essayant de me sauver? Je me suis tournée vers elle et j'ai pris son visage dans mes mains, comme je le faisais quand elle était petite et avait peur. Laura, écoute bien ce que je vais te dire. Tu es ma vie. Tu es la seule chose vraiment importante que j'ai dans ce monde. Si je peux te donner non seulement quelques années de plus, mais une vie pleine et saine, chaque risque en vaut la peine. Mais tu as 61 ans, maman. Tu mérites de profiter de ta retraite, voyager, te reposer. Et qu'est-ce que serait ma retraite si je te perdais? Comment pourrais-je voyager ou me reposer en sachant que j'aurais pu te sauver et que je ne l'ai pas fait? Laura, mon bonheur est directement lié au tien. Si tu vas bien, je vais bien. Le docteur Lemoine nous observait avec un regard compréhensif. Elle m'avait dit plus tard que, en 20 ans de carrière, elle avait rarement vu un amour si inconditionnel. Vous êtes absolument sûr, a demandé la médecin. Oui, avons-nous répondu à l'unisson. Alors nous allons programmer la chirurgie pour vendredi prochain. Cela donnera le temps pour tous les préparatifs et examens finaux. Dans les jours qui ont suivi, Laura a complètement changé. La femme froide et distante qu'elle était devenue a disparu complètement, laissant place non seulement à la fille affectueuse que j'avais connue, mais à une version encore plus mature et consciente d'elle-même. Elle s'est installée temporairement chez moi pour que nous puissions passer ces derniers jours ensemble avant la chirurgie. Pour la première fois en années, nous nous réveillions ensemble, prenions le petit déjeuner ensemble, parlions pendant des heures. Maman, a-t-elle dit un de ces matins, pendant qu'elle m'aidait à organiser quelques papiers importants, je veux te demander pardon non seulement pour ce que j'ai dit, mais pour toutes ces années de froideur. Laura, tu t'es déjà excusée. Tu n'as plus besoin. Si, j'en ai besoin.
parce que je veux que tu comprennes exactement ce que je ressens. » Elle s'est assise sur le bord de mon lit, où j'étais en train de trier des documents. Ces derniers jours, en vivant ici avec toi à nouveau, m'ont fait réaliser combien j'avais perdu. Que veux-tu dire? Cet appartement petit, que j'avais l'habitude de considérer comme inadéquat, est en réalité plein d'amour. Il y a des photos de nous dans tous les coins, des souvenirs de moments heureux que j'avais choisi d'oublier. Il y a de la tendresse dans chaque détail, les fleurs que tu maintiens toujours sur la table de la cuisine, les coussins colorés que tu as brodés toi-même, les livres que tu lis et relis parce que tu ne peux pas en acheter d'autres. Elle a pris une photo de nous sur la table de nuit, Laura a 8 ans, souriante sans sa dent de devant, dans mes bras au parc. Mon appartement à Neuilly est 3 fois plus grand que celui-ci, mais il est vide. Il n'y a pas une seule photo de nous. Il n'y a pas de souvenirs heureux. Il n'y a pas d'amour. C'est juste un espace cher et sans âme. Tu peux encore changer ça, ma chérie. J'ai déjà commencé. Elle a souri, et pour la première fois en années, c'était le sourire authentique de ma petite fille. Hier, j'ai appelé l'agent immobilier. Je vais vendre l'appartement. Mon cœur a bondi. Où vas-tu déménager? Je ne sais pas encore. Mais je sais où je veux être, près de toi. Je veux refaire partie de ta vie, maman. Je veux déjeuner avec toi tous les dimanches. Je veux t'emmener chez le médecin quand tu en auras besoin. Je veux que tu connaisses les personnes importantes de ma vie, et je veux qu'elles connaissent la femme la plus incroyable que je connaisse. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Tu as toujours été la femme la plus forte, la plus généreuse et la plus aimante que j'ai connue. Et j'ai passé des années à essayer de cacher ça aux gens parce que j'avais honte de notre situation financière. Mais maintenant je comprends que tu es ma plus grande richesse. Pendant ces jours de préparation pour la chirurgie, Laura a aussi tenu à mieux connaître ma vie actuelle. Elle a longuement parlé avec Madame Dubois, ma voisine, et a été surprise de découvrir comme j'étais aimée dans le quartier. Tout le monde parle de toi avec tant de tendresse, maman, a-t-elle dit après une conversation avec Monsieur Ahmed de la boulangerie. Il m'a raconté que tu demandes toujours des nouvelles de sa famille, que tu as aidé quand sa fille était malade. Ce sont juste des voisins gentils. Non, maman. Tu as créé une famille ici dans le quartier. Quelque chose que je n'ai jamais réussi à faire dans mon quartier cher. Laura a aussi insisté pour connaître ma routine de retraité. Nous sommes allés ensemble au centre communautaire où je faisais des activités, nous avons visité la bibliothèque où je prenais des livres, nous nous sommes promenés dans les mêmes endroits où elle jouait quand elle était enfant. Comment peux-tu être si heureuse avec si peu, a-t-elle demandé pendant que nous marchions dans le jardin de Belleville. Peut-être que la question est, comment peux-tu être si malheureuse avec tant? Elle s'est arrêtée de marcher et m'a regardée. Tu as raison. J'avais tout ce que je pensais vouloir, mais j'étais vide à l'intérieur. Je travaillais 12 heures par jour pour acheter des choses qui ne m'apportaient pas le vrai bonheur. Et maintenant? Maintenant je comprends que le bonheur est dans les choses simples. Dans une conversation sincère, dans un vrai câlin, dans un bonjour affectueux. Des choses que tu m'as toujours offertes et que j'ai rejetées. La veille de la chirurgie, Laura a demandé que nous cuisinions ensemble le coq au vin de grand-mère. Je veux apprendre la recette. Je veux maintenir nos traditions vivantes. Nous avons passé tout l'après-midi dans la cuisine, elle notant soigneusement chaque étape, chaque assaisonnement, chaque secret que ma mère m'avait enseigné. Tu sais, a-t-elle dit en remuant la sauce, quand j'étais petite et que tu faisais ça, je pensais que c'était juste de la nourriture. Maintenant je comprends que c'était de l'amour matérialisé dans chaque ingrédient. Tous les repas que j'ai faits pour toi ont été faits avec amour, Laura. Même les plus simples. Je sais. Et je regrette de ne pas l'avoir apprécié à l'époque. Cette dernière nuit avant la chirurgie, nous avons dormi ensemble dans mon lit, comme nous le faisions quand elle faisait des cauchemars. Nous avons parlé dans le noir jusqu'à tard. Maman, tu as peur de la chirurgie ? A-t-elle demandé. Un peu, ai-je admis. Mais pas de mourir. J'ai peur de te laisser seule si quelque chose tournait mal.
Et moi j'ai peur d'être responsable si quelque chose t'arrivait. Regarde-moi, Laura. J'ai allumé la lumière faible de la table de nuit. J'ai déjà vécu ma vie. J'ai élevé une fille merveilleuse, j'ai travaillé honnêtement, j'ai aimé et j'ai été aimé. Si quelque chose m'arrive demain, ce sera en sachant que j'ai utilisé ma vie pour le but le plus important, sauver la personne que j'aime le plus. Tu promets que tu vas te battre? Que tu vas prendre soin de toi après la chirurgie? Je promets. Mais toi aussi tu dois me promettre quelque chose. Quoi? Que indépendamment de ce qui arrive demain, tu vas vivre ta vie pleinement. Que tu vas chercher le vrai bonheur, pas seulement le succès. Que tu vas te permettre d'aimer et d'être aimé. Je promets, maman. Le matin de la chirurgie, nous nous sommes réveillés tôt et sommes allés ensemble à l'hôpital. Laura était nerveuse, mais déterminée. Pendant le trajet en métro, elle a tenu ma main tout le temps. Merci, a-t-elle dit simplement. Pourquoi? De m'aimer inconditionnellement. De ne pas abandonner avec moi. De m'enseigner ce qu'est le vrai amour. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, le docteur Lemoine nous a expliqué une fois de plus toute la procédure. Nous serions opérés en même temps, dans des salles d'opération adjacentes. On se voit de l'autre côté, a dit Laura avant que nous soyons emmenés vers les salles de préparation respectives. Je t'aime, ma chérie. Je t'aime aussi, maman. Pour toujours. L'anesthésie m'a emporté avec le visage de ma fille dans l'esprit, et la dernière chose à laquelle j'ai pensé a été, ça valait la peine. Tout valait la peine. Je me suis réveillée 8 heures plus tard dans un lit d'hôpital, avec une douleur sourde du côté gauche du corps, mais le cœur plein d'espoir. La première chose que j'ai cherchée, ce sont les yeux de Laura. Elle était dans le lit à côté de moi, nous avions demandé à rester dans la même chambre pendant la récupération. Elle était encore pâle et avec des tubes connectés, mais réveillée et souriante. Ça a marché, ai-je demandé avec la voix enrouée. Parfaitement, a-t-elle murmuré. Mon nouveau rein produit déjà de l'urine. Le docteur Lemoine a dit que c'était une des chirurgies les plus réussies qu'elle ait jamais vues. Et comment te sens-tu? Différente. Mieux. Comme si mon corps était revenu à la vie. Pendant les semaines suivantes de récupération, quelque chose de magique s'est produit. Non seulement nos corps guérissaient, mais notre relation se transformait complètement. Laura avait officiellement demandé un congé médical prolongé du travail, quelque chose d'impensable pour elle quelques mois auparavant. Elle disait que sa priorité maintenant était de récupérer et de prendre soin de moi. Tu sais ce qui m'impressionne le plus, a-t-elle dit un jour, pendant qu'elle m'aidait à marcher lentement dans les couloirs de l'hôpital. Comment j'ai réussi à vivre tant d'années sans vraiment vivre? Je travaillais comme une machine, j'achetais des choses pour combler un vide que toi seul pouvais combler. Et maintenant? Maintenant je comprends que le succès ce n'est pas avoir tout ce qu'on veut. C'est savoir qu'on a tout ce dont on a besoin. Et de quoi as-tu besoin? De toi. De nous. De cette connexion que j'ai failli perdre par orgueil et aveuglement. 3 mois après la chirurgie, nous avons reçu notre congé médical complet. Laura était complètement guérie et je m'étais rétablie mieux que les médecins ne l'espéraient. Mais le vrai miracle n'avait pas été médical. Pendant notre récupération, Laura avait pris une décision qui m'a complètement surprise. « J'ai une surprise pour toi », a-t-elle dit un dimanche matin, quand nous étions déjà à la maison. Elle m'a emmené dans une rue parallèle à la nôtre, à seulement 2 pâtés de maison de mon appartement. Elle s'est arrêtée devant un petit immeuble charmant en pierre parisienne. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. « Mon nouvel appartement. Je l'ai acheté la semaine dernière. » Mon cœur a presque cessé de battre. « Mais, et ton appartement à Neuilly ? » Vendu. Et tu sais ce que j'ai découvert ? Même en étant 3 fois plus petit, cet appartement a coûté la moitié du prix de l'autre. Je vais utiliser l'argent qui reste pour d'autres choses. Quelle chose? Un compte épargne pour nos voyages ensemble. Des cours de cuisine pour mieux apprendre les recettes de famille. Et? Elle a hésité,
Rougissant légèrement, j'ai l'intention de diminuer ma charge de travail. Je veux avoir le temps de vraiment vivre. Nous sommes montés voir l'appartement. Il était petit mais confortable, avec de grandes fenêtres qui donnaient vue sur une petite cour intérieure. Laura l'avait décoré avec quelques-unes de nos vieilles photos et avait même mis un vase avec les mêmes fleurs que je maintenais toujours sur ma table de cuisine. C'est parfait, ai-je dit, émue. Et le mieux c'est que je peux prendre le petit déjeuner avec toi tous les jours, si tu veux. Bien sûr que je veux. Cet après-midi-là, pendant que nous défaisions les dernières boîtes ensemble, Laura m'a posé une question que j'attendais. Maman, comment as-tu réussi à m'aimer même quand j'ai été si cruelle? Même quand je t'ai complètement rejeté? J'ai arrêté de déballer et me suis assise dans le petit fauteuil qu'elle avait acheté, curieusement, très semblable à celui que j'avais chez moi. Tu veux la réponse facile ou la vraie réponse? La vraie. L'amour de mère n'est pas seulement un sentiment, Laura. C'est un choix que nous faisons tous les jours. Même quand tu me faisais mal, même quand j'avais l'impression de t'avoir perdu, je choisissais de continuer à t'aimer. Mais comment? Comment arrivais-tu à ne pas ressentir de colère? Je ressentais de la colère, oui. Et de la tristesse. Et de la déception. Mais sous tous ces sentiments, il y avait quelque chose de plus fort, le souvenir de la petite fille que tu étais et l'espoir de la femme que tu pouvais redevenir. Laura s'est assise par terre à côté de moi, comme elle le faisait quand elle était enfant pendant nos conversations importantes. Quand tu m'as dit que si je tombais malade, de ne pas compter sur toi, ma première pensée n'a pas été de chagrin. Ça a été d'inquiétude. J'ai pensé, ma fille est perdue. Elle souffre pour dire une chose pareille, point. Et tu avais raison. J'étais perdue. L'amour de mère est comme ça, ma chérie. Ce n'est pas seulement donner un rein quand c'est nécessaire. C'est donner la paix quand il y a tempête, l'espoir quand il y a désespoir, le pardon quand il y a erreur. C'est continuer à aimer même quand on n'est pas aimé en retour. Merci de ne pas avoir abandonné avec moi. Je n'aurais jamais abandonné. Tu es une partie de moi. Littéralement maintenant, ai-je ri, touchant l'endroit où mon rein avait été retiré. Et je suis une meilleure personne grâce à ton amour inconditionnel. Aujourd'hui, 1 an et demi après la chirurgie, notre vie a complètement changé. Laura est complètement en bonne santé, les médecins disent que le rein fonctionne parfaitement et qu'elle peut mener une vie totalement normale. Elle a vraiment diminué sa charge de travail et a établi des limites claires avec ses supérieurs. Ma famille est priorité, dit-elle maintenant sans aucune honte. Et quand il parle de la mère femme de ménage, elle répond avec fierté, ma mère est la femme la plus forte et généreuse que je connaisse. Elle a sauvé ma vie de toutes les façons possibles. Nous prenons le petit déjeuner ensemble presque tous les jours. Elle a appris à faire non seulement le coq au vin de grand-mère, mais aussi toutes les autres recettes de famille. Nos dimanches sont redevenus spéciaux, nous cuisinons ensemble, nous nous promenons dans Paris, nous visitons des musées, ou nous restons simplement à la maison à parler. Laura sort avec le docteur Antoine, le néphrologue qui suit son cas. Ils se sont rencontrés pendant une de ses consultations de routine. C'est un homme gentil qui comprend l'importance de la famille, il s'occupe lui-même de sa mère âgée. Quand Laura me l'a présenté, elle a dit avec fierté, « Voici ma mère, la femme qui m'a sauvé la vie. » Dans tous les sens, m'a-t-elle dit après, quand nous étions seuls. Avant-hier, Laura est arrivée à la maison radieuse avec une nouvelle. « Maman, Antoine m'a demandé en mariage. » Mon cœur a presque explosé de bonheur. « Et tu sais quoi d'autre? Il a tenu à demander ta bénédiction avant. Il a dit que tout homme qui veut m'épouser doit comprendre que tu es une partie essentielle de ma vie. » Et qu'as-tu répondu? Que s'il ne comprenait pas ça, ce n'était pas le bon homme pour moi, a-t-elle ri. Mais il comprend parfaitement. D'ailleurs, il veut que tu vives avec nous après le mariage. Il dit que ce serait un honneur d'avoir la femme qui m'a enseigné l'amour inconditionnel comme partie de notre famille. Ce matin,
pendant que je prends mon café et que je vois Laura par la fenêtre en train de se préparer pour le travail dans l'appartement d'Alexandra-Côté, je pense à comment la vie nous enseigne des leçons des façons les plus inattendues. Parfois, nous devons presque tout perdre pour réaliser ce qui compte vraiment. Parfois, les mots les plus cruels deviennent le début de la plus grande guérison. Et parfois, le plus grand cadeau que nous pouvons faire n'est pas matériel, c'est l'opportunité de recommencer, de se redécouvrir, de se rappeler qui nous sommes vraiment sous tous les masques que la vie nous fait porter. Mon rein a sauvé la vie de Laura. Mais c'est l'amour inconditionnel qui a sauvé notre relation et nous a sauvés comme personne. Aujourd'hui, quand elle part au travail, elle frappe à ma fenêtre et crie « Je t'aime, maman. On déjeune ensemble aujourd'hui ?» Et je réponds « Toujours, ma chérie. Toujours. » Parce que le vrai amour, l'amour de mère, ne fait pas que retrouver le chemin de la maison. Il construit une nouvelle maison, plus forte et plus belle que la précédente. Et cette maison, c'est nous, mère et fille, unis non seulement par le sang et par un rein partagé, mais par un amour qui a survécu à toutes les tempêtes et est sorti encore plus fort de l'autre côté. Parfois on me demande si je regrette d'avoir donné mon rein à une fille qui m'avait rejeté. Ma réponse est toujours la même. Le regret serait de ne pas avoir fait tout ce qui était à ma portée pour sauver la personne que j'aime le plus dans ce monde. Parce qu'au final, l'amour inconditionnel n'est pas une question de ce qu'on reçoit en retour. C'est une question de ce qu'on est capable de donner, sans rien attendre en retour, pour le simple fait qu'aimer est ce qui nous rend vraiment humaines. Et aujourd'hui, en voyant Laura heureuse, en bonne santé et de retour dans mon cœur, je sais que chaque larme versée, chaque blessure ressentie, chaque risque pris en valait la peine. Parce que l'amour de mère c'est ça, une force si puissante qu'elle est capable de déplacer des montagnes, guérir des cœurs brisés et littéralement sauver des vies. Et ça, c'est mon histoire. L'histoire de comment l'amour inconditionnel a transformé une tragédie familiale en opportunité de recommencement, et comment parfois il faut presque mourir pour vraiment apprendre à vivre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien en la vivant. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez maintenant connaissent cette douleur, la douleur d'un enfant distant, de mots qui blessent, d'un amour qui semble ne pas être partagé. Mais je sais aussi que vous connaissez la force de l'amour inconditionnel. Cet amour qui pardonne, qui espère, qui n'abandonne jamais. Dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire ? Avez-vous un enfant qui s'est éloigné ? Ou peut-être êtes-vous comme Laura l'était, et aujourd'hui vous comprenez la valeur d'une mère. Votre histoire peut aider une autre personne qui traverse la même situation. Et si cette histoire vous a fait réfléchir, si elle a fait monter les larmes à vos yeux ou apporté l'espoir à votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Ici nous partageons des histoires vraies de vraies personnes, des histoires qui nous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, pour pardonner, pour aimer. Activez la cloche des notifications pour ne rater aucune histoire. Parce que parfois, c'est justement l'histoire que nous avons besoin d'entendre qui apparaît au bon moment. À la prochaine histoire. Et souvenez-vous, l'amour de mère n'a jamais de fin.